Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Franco Raptors, l'épisode 5-6. L'épisode 6, Patrick, de la saison 2. Et on est en mode Halloween aujourd'hui, Patrick. C'est pour ça que si vous entendez un petit peu des bruits derrière nous, vous le savez, les studios de Choc FM sont dans une école, donc les enfants sont très excités. Et toi, Patrick, est-ce que tu es excité pour Halloween? Est-ce que tu as choisi ton costume? Oui, j'essaie d'imaginer un costume qui ferait peur à beaucoup plus de gens. Donc, je vais m'habiller en défense des Raptors. Excellent. Bon, moi, je fête pas Halloween, donc je serai en costume de rien du tout ce soir. Je serai en costume de ONFR pour couvrir les Blue Jays qui vont peut-être remporter la série mondiale ce soir. Pendant que nous, Ben on oui, sera aux commentaires des Raptors, mais vous nous écoutez après que ce se soit passé tout ça. Ça se trouve, vous êtes déjà au courant de tout. c'est ça. Vous Ça se trouve que savez les Blue Jays sont déjà champions. exactement, à l'heure où vous nous écoutez, les Blue Jays sont peut-être champions et les Raptors auront peut-être gagné à Cleveland. Qui sait, les miracles, ça existe. Ben, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est très grave justement de penser qu'une victoire des Raptors est un miracle. Parce que C'est là où on c'est... s'en est rendu. Ben Passons au oui. sommaire du jour. Les Raptors qui vont se déplacer, ou qui se sont déplacés à Cleveland hier. On va revenir, nous, sur les deux derniers matchs, face à San Antonio et face aux Houston Rockets. Mais on va pas vraiment se pencher longuement sur ces matchs-là parce que vous aurez déjà eu le résultat du match suivant. On va surtout se pencher sur les problèmes des Raptors, Patrick, parce que il y en a et ça sera le sujet de la question du jour et du joueur de la semaine qui peut être une solution aux problèmes des Raptors. On y reviendra, après on prendra une pause et ensuite on ira bien profondément dans ces problèmes. Qui sont les coupables, Patrick? Quelles sont les solutions pour les Raptors? Et puis voilà, ça aura fait le tour de cette émission. C'est toujours Mike Laviole, c'est toujours Patrick Bizindavi, vous êtes sur Choc FM 105.1. Et on va débuter tout de suite avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti! Patrick, commençons avec cette rencontre face à San Antonio que nous avons commentée en direct face à un Wembanyama exceptionnel et également des joueurs de deuxième année et de première année des Spurs qui ont fait très mal à la défense des Raptors qui a été incapable d'arrêter qui que ce soit sur les extérieurs. Les Spurs ont dominé 121-103 en plus dans ce match-là. Les Raptors n'ont pas été efficaces en attaque. Ils ont eu beaucoup de mal à aller Ouais. dans la raquette. Ils ont eu beaucoup de mal à attaquer Wembanyama. Jakob Poeltl était l'ombre de lui-même. On peut le dire maintenant, il jouait blessé. Il n'a pas été là face aux Cavs. On va surveiller son état de santé, notamment bien sûr son dos. Et les Raptors qui se sont logiquement inclinés, même s'il y a eu encore un petit sursaut d'orgueil, il y a un retour à -8 à un moment, Mhm. mais Harrison Barnes a dit fini de jouer les enfants, Ah oui. 2 tirs à 3 points de suite et c'était Et terminé. c'était fini. Grosse victoire des Spurs. Et puis, une semaine plus tard, les Spurs démontrent que c'est une équipe sur qui compter. Ils sont déjà à 5 victoires, 0 défaite. Mais c'est vrai, c'était difficile de jouer contre les Spurs avec un Wembanyama qui défend la raquette. Lui, il n'a pas besoin de contrer, il n'a pas besoin de faire... Juste sa présence fait qu'il n'y a pas de pénétration de RJ, il y a rien du tout qui se passe dans la raquette. Sauf et ça c'est la bonne nouvelle, c'est CMB. C'est lui seul qui a osé d'attaquer dans la raquette Wembanyama. Et puis aussi qui a bien défendu contre lui. Donc CMB qui avait pas bien joué contre Dallas son premier match de la saison. Et là, il s'est racheté parce qu'il faut dire aussi que les Raptors étaient en back-to-back. Donc ils avaient joué la veille contre Dallas, une défaite encore. Mais le lendemain, quand il est entré, donc là, ça a changé donc les données. Il a fini avec 19 points, mais il a été très agressif en défense. Il a attaqué la raquette. Donc, et là, ça donne espoir que dans cette défaite des Raptors, il y a quand même quelque chose qui sort et c'est CMB.
Donc on va en parler aussi qui a joué contre Houston. Mais c'était difficile de battre les Spurs avec un Wembanyama qui commence une saison comme un des favoris pour gagner le MVP. S'il continue sur cette lancée-là, là je vois Wembanyama, je vois Giannis et puis peut-être Luka, mais Luka est blessé. C'est les trois vraiment qui sortent s'il y a vraiment eu des MVP du début de la saison, ce serait ces trois-là. J'ajouterais Jokic qui a fait 4 matchs. Avec des triples-doubles, oui. On a tendance à l'oublier, à le banaliser. Mais parce que c'est des triples-doubles tranquilles. C'est comme s'il n'était pas là, mais il finit le match. Et puis, Denver gagne aussi. Mais je pense que, bon, une petite parenthèse, là, il profite quand même de la présence de Valanciunas pour bien se reposer parce qu'il y a quand même un bon centre qui le remplace. Bref, donc, gros match de Wembanyama. Et puis, les Spurs qui continuent à gagner. Revenons sur le match suivant, celui contre les Rockets de Houston. Les Raptors qui s'inclinent 139-121, qui ont encore encaissé 139 points. Ça fait 2 fois déjà. Et là, c'est vraiment la dimension athlétique des Rockets qui a payé, en fait, qui a fait la différence, puisque au final, les Raptors font un match exceptionnel dans l'adresse. Ouais. C'est quand la dernière fois que les Raptors ont mis 21 tirs à 3 points? C'était quand même assez fou. Offensivement, ça a très bien marché. Ingram, Scottie Barnes qui font un très très bon match. Malheureusement, le rebond, double de rebond, plus du double de rebond pour les Rockets. Et toujours ces problèmes pour tenir les joueurs plus physiques à l'intérieur. Ça a été un petit peu mieux sur les pénétrations dans ce match-là, mais toujours beaucoup de fautes. Ouais. Pour moi, c'est les deux facteurs qui font que les Raptors perdent ce match. Les fautes, parce que Houston shoot je ne sais plus combien de lancers francs de plus, mais c'est énorme. C'est un écart de 14 points, je crois, au lancer franc. Et les secondes chances qui ont fait très très mal aux Raptors. C'est compliqué, surtout que Jakob Poeltl n'était pas là. Oui, c'est ça. Il y avait Yak qui était absent, donc défense dans la raquette. Même dans l'attaque, il joue quand même un grand rôle comme facilitateur. Les Raptors qui marquent 121 points, qui n'est pas mal du tout, mais ils encaissent 139. Donc, c'est toujours la défense. Et puis, Ingram et Scottie Barnes combinent pour 60 points à eux deux. Ça marche. Les pénétrations, ça a marché parce que Houston n'a pas Wembanyama. Mais Houston, ils ont une grande équipe. Tu t'imagines Sengun, Adams et puis Capella qui vient du banc. C'est des joueurs énormes. Et puis Adams, il est connu comme un des meilleurs rebondeurs, surtout les rebonds offensifs. Et quand il n'y a pas Yak, quand il n'y a pas vraiment la taille au poste 5, là, ça devient un problème. Donc, ils ont dominé. Et jusqu'à présent, les Raptors perdent vraiment dès le premier quart-temps. Dès le premier quart-temps, ils sont derrière 10, 11, 12 points et ils ont du mal à revenir dans le match, même si ils étaient à domicile, Scotiabank Arena et tout, mais contre une équipe de Houston qui défend bien, et puis qui a Kevin Durant qui a fini avec 27 points. Il faut dire aussi que le début de la saison des Raptors, ils ont quand même un programme avec des équipes qui s'attendent à ce qu'ils vont aller au titre. Et c'est les premiers matchs des Raptors, mais il y a beaucoup de choses à corriger. C'était difficile vraiment contre Houston. Là, il faut dire que s'ils auraient pu avoir des joueurs comme Savage, ça pourrait marcher. Mais là, c'est pour les fans des Blue Jays qui nous écoutent. Ouais, Kevin Durant, c'est même plus de 27 points, c'est 31. Oh. Et Jabari Smith, 25 points. Au-delà des centres, en fait, c'est ça qui est fou avec Houston dans leur 5 de départ. C'est qu'ils ont Alperen Sengun avec Adams. Là, ils ont changé pour ce match-là, ils avaient mis Okoji. Mais ils ont Kevin Durant et Jabari Smith qui sont presque des 7-footers. Officiellement, ils ne le sont pas, mais quand tu les vois dans le vestiaire, surtout Kevin Durant, et que tu vois qu'il est plus grand que Adams. Tu te dis, ok, on le sait de toute façon, mais voilà, les Raptors qui ont été dominés. Et bien sûr, le sujet qui revient, dont on va parler maintenant, c'est cette défense extérieure des Raptors. On en parlera en deuxième partie. Mais il y a un homme qui est au centre des critiques, c'est bien sûr Immanuel Quickley. Et il n'est pas aidé par son entraîneur qui,
Omediadeh a dit « Je ne vois aucun maillon faible dans ma défense ». Et malheureusement, Immanuel Quickley, pour l'instant, apparaît comme étant le maillon faible. Ses stats en soi, elles disent pas tout parce que Immanuel Quickley s'est plutôt rattrapé offensivement. Maintenant, il tourne à 15,2 points. Il est à 7 passes décisives. Il prend des rebonds. Il est à 4 rebonds pour un meneur de jeu. Il fait plus d'interceptions que ce qu'il fait en carrière. Il est à 1,6 contre 0,7 en carrière. Mais parce que le jeu des Raptors veut qu'il fasse beaucoup d'interceptions. Mais malgré tout, le gros problème de Quickley, c'est de tenir les joueurs en pénétration. Alors contre Houston, à la limite, c'était même pas trop flagrant alors qu'il avait un joueur hyper athlétique en face de lui avec Amen Thompson. Mais le problème, c'est qu'il a été pris de vitesse par des D'Angelo Russell. Il a été pris de vitesse par des Cole Anthony. Ouais. Et j'en oublie certainement chez les Spurs, Dylan Harper, Castle, etc. qui en permanence ont drivé sur lui. Donc c'est un vrai problème. Est-ce que c'est trop tôt pour se poser la question si Immanuel Quickley, c'est une erreur de casting? Je pense que c'est encore tôt. Je pense que c'est encore tôt, mais ce qu'on voit de loin, est-ce que c'est Immanuel Quickley? Est-ce que c'est le système défensif des Raptors? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Mais les statistiques sont là pour nous prouver. Les premiers matchs, c'est les meneurs qui nous ont battus. Et ce n'étaient pas des meneurs All-Star. C'était des remplaçants. C'était les remplaçants. Les remplaçants qui font que la défense de Quickley n'est pas... donc là, et justement, ça démontre aussi l'importance d'avoir un YAC parce que s'il y a Quickley comme défenseur, s'il se fait battre, il y a au moins quelqu'un qui va défendre la raquette, mais avec l'absence de YAC, il n'y a personne. Carrément, il n'y a personne. Donc, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est le coach qui est en train de chercher des combinaisons? Il faut dire aussi que le 5 de départ des Raptors, ça ne fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble. Non. Donc, en pré-saison, ils ont joué comme un match et demi ensemble. Et puis là, c'est la nouvelle saison. Mais Yak n'est pas à 100%, donc il a des problèmes au dos. Donc, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais en discutant justement avec toi quand on était en chemin pour venir ici, est-ce qu'il ne faudrait pas que Darko change de tactique? Parce que le pressing qu'il veut faire, il n'a pas le personnel pour. Ça, c'est mon avis, mais je ne suis pas coach des Raptors. Ils ont peut-être donc des coachs qui vont... Mais le genre de jeu qu'il veut jouer, il veut jouer comme OKC, il veut jouer comme Indiana ou la combinaison des deux, mais avec un Immanuel Quickley et RJ Barrett dans le 5 de départ, qui ne sont pas de gros défenseurs. Est-ce que c'est le bon système? Il a dit dans la conférence de presse qu'il va continuer à essayer ce système défensif. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, avec le match de Cleveland, là, vous nous écoutez, le match est déjà passé. Est-ce que, avec le nombre d'absents à Cleveland, est-ce que ça va marcher? Ça avait marché contre Atlanta, le premier match. Parce que Atlanta, c'est différent de Houston, c'est différent de San Antonio. Ça avait marché. Donc, peut-être, est-ce que c'est un système défensif qui va changer match sur match, dépendamment de l'adversaire? On ne sait pas, mais Quickley comme défenseur, le peu de données qu'on a sur les premiers matchs, c'est vraiment difficile pour lui. On va y revenir sur comment remédier à tout ça. Tu as un petit peu avancé à la deuxième partie de l'émission. Mais le chiffre, il est énorme pour Quickley. Sur les drives, il concède 1,2 points par possession sur 100 possessions. Donc, sur 100 possessions, c'est 120 points encaissés avec Quickley. Les meilleurs chiffres, c'est quand on est autour de 1 ou en dessous. Donc, c'est très compliqué et on va y revenir après quand on va parler des problèmes de manière générale. RJ Barrett ne fait pas mieux. Donc, comme tu l'as dit, il y a vraiment un questionnement à se poser sur ce backcourt. Mais on l'avait déjà nous-mêmes avant le début de la saison. C'était l'une des grandes questions Mais on va y revenir. On va se réjouir un petit peu plus en parlant du joueur de la semaine parce que... s'il y en a bien un qui peut peut-être régler des problèmes défensifs, c'est Colin Murray-Boyles. Parlons un petit peu de lui, Patrick. C'est le joueur de la semaine parce que, au-delà de son tout premier match raté contre Dallas, depuis, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment... Peut-être il y avait
il était un peu nerveux le premier match, mais dès le deuxième contre les Spurs, il faut dire qu'il était blessé, donc il n'était pas là les premiers matchs des Raptors, même en fin de pré-saison. Le premier match contre Dallas, c'était un peu difficile, mais à partir du match contre les Spurs, là, on a vu vraiment le vrai CMB. Et puis, c'est quelqu'un qui peut défendre contre un meneur, contre un ailier, contre un arrière, contre Wembanyama. Donc, il y a quand même, il peut faire beaucoup. Et puis, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quand il défend, tu vois que c'est pas juste l'effort, il est à la bonne place au bon moment. Et puis, il prend des rebonds, il défend, il fait des vols de balles. Et puis, la surprise, il met des tirs à 3 points. Ouais, On ne s'attendait pas donc à ce qu'il mette ces tirs. Et puis, il y avait une blague donc, avant le match de Houston, je pense, à la conférence de presse d'avant-match, on a justement posé la question à Darko sur CMB. Il a dit qu'il se retrouve dans des situations où il n'était pas vraiment censé faire comme le tir à 3 points. Et il a dit que c'était drôle de voir, il y avait une possession où il y avait un pick and roll et c'était lui qui avait la balle. Donc, il y a eu quelqu'un qui a fait l'écran et puis lui ne savait pas quoi faire avec la balle. Est-ce que je dribble? Est-ce que je passe? Donc, lui-même, le coach, il a dit que c'était drôle de voir CMB dans ces positions parce que c'est lui normalement qui fait les écrans, mais là, c'était quelqu'un d'autre qui faisait un écran pour lui. Donc, il ne savait pas, est-ce que je vais dribbler? Est-ce que je vais tirer? Donc, c'est tout un apprentissage, mais c'est la bonne nouvelle vraiment de cette nouvelle, donc, ces nouveaux matchs de cette saison. Avant, c'était RJ Barrett qui était quand même constant en attaque avec quand même une bonne moyenne offensive. Mais avec l'entrée de CMB, c'est vraiment une bonne surprise. Et surtout que, donc quand Yak n'est pas là, c'est lui qui joue le centre. Et il défend contre, pas n'importe qui, mais contre Houston, on l'a vu contre KD, on l'a vu contre Sengun. Donc c'est vraiment, encore une fois, un plaisir de voir les Raptors, comment ils font de bons drafts. Ils ont vraiment le flair de trouver le bon talent. Donc, des gens qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient draftés par les Raptors, mais qui parviennent à les avoir et qui sont bons dans le système que les Raptors veulent jouer en défense et puis en attaque aussi. Donc, je pense que c'est la bonne surprise des premiers matchs des Raptors cette saison. C'est ça, c'est la très bonne surprise. On s'attendait à son impact défensif, mais on se posait des questions sur ce qu'il allait bien pouvoir faire en attaque. Et le tir à 3 points, c'était même pas une question. On se disait, on va pas s'attendre à ce qu'il tire à 3 points. On sait qu'il allait oser les prendre, mais tu vois, par exemple, il en prend 5 contre Houston. Il est à 3 sur 5. 5, c'est un gros volume quand même. C'est des gars qui ont normalement un bon pourcentage à 3 points qui vont tirer osent prendre 5 tirs. Ou Scottie Barnes, quand il a envie de croquer, il prend 5 tirs à 3 points. Mais là, c'est vraiment, il les prend avec confiance. Et puis, comme tu l'as dit, le match contre San Antonio, c'est le seul qui osait aller pénétrer sur Wemby. Et il a marqué d'ailleurs. Il a marqué sur Wemby, c'est le seul. Ouais. Et en fait, ouais, c'est le culot de la jeunesse, j'ai envie de dire, mais on en a besoin parce que le système aussi offensif des Raptors est basé sur le fait d'aller toucher cette raquette pour pouvoir ressortir derrière. Et on voit qu'il y a très peu de joueurs, malheureusement, qui pour l'instant sont capables de le faire dans cette équipe. Brandon Ingram a essayé de le faire en début de saison. Là, maintenant, les défenses se resserrent. Il est obligé de prendre des mi-distances. Heureusement, il le fait très bien. Mais ça concentre moins la défense parce que dans la NBA moderne, les équipes ont tendance à laisser les tirs à mi-distance parce que c'est les tirs qui ont, entre guillemets, le moins de valeur. Ouais. Donc, il ne regroupe pas la défense. Il n'a pas forcément des possibilités de ressortir beaucoup à 3 points parce qu'il n'arrive pas à aller pénétrer très proche du cercle. Scottie Barnes, il arrive à le faire sur quelques post-up. Je trouve que son drive, ça reste encore limité. Là où il a marqué beaucoup de points, c'est les matchs où il a eu de l'adresse de loin. RJ Barrett arrive à le faire, mais je le trouve un peu en deçà de l'année dernière sur la création. Quand il drive, il perd souvent la balle. Ouais. Quand il ne va pas au cercle. Il a encore un peu de création sur le pick and roll avec des intérieurs, mais vraiment quand il pénètre et qu'il veut ressortir, souvent il se fait intercepter. Donc et puis Quickly, pareil. Quickly, c'est un gros manque de création. Quand il drive, la plupart du temps, c'est flotteur
ou perte de balle. Ouais. Il n'arrive pas à aller au cercle et je trouve qu'il manque vraiment de cette vision du jeu. Quickly, par exemple, pour revenir à lui, c'est pas grave, on revient en arrière un petit peu. Mais ces 7 passes décisives, je trouve que ce pas des passes décisives signifiantes. J'allais dire significantes parce que j'allais parler en anglais. Mais signifiantes en fait. C'est parce que les Raptors jouent beaucoup en contre-attaque, donc il y a des passes faciles, il y a des passes pour un tir à 3 points. Mais je trouve qu'il a vraiment du mal à créer pour les autres. Et c'est là qu'on va se poser la question sur est-ce que c'est le meneur qu'il faut à ces Raptors. Ça, c'est la question qu'on a essayé de répondre pour l'instant. On va lui laisser le temps, mais clairement, quand on va parler en deuxième partie des problèmes des Raptors dans cette défense et dans le jeu offensif, on ne va pas l'aborder, mais vraiment défensivement, on va vraiment se poser la question si Quickly, c'est un problème. On a fait le tour pour CMB, je pense qu'on peut aller en pause là-dessus et on se retrouve dans un petit instant, justement, pour aborder ces problèmes défensifs des Raptors. On a plein de chiffres à vous donner. On a plein d'idées également pour les régler. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Franco Raptor sur Choc FM 105.1. C'est toujours Mike Laviole et Patrick Bizindavi avec vous. Patrick, on va se pencher sur une problématique sérieuse là. On a fini de plaisanter. On va revenir sur les problèmes défensifs des Raptors. Et est-ce qu'il y a des solutions pour les régler ? On va se pencher là-dessus. Et qui sont les coupables aussi? Parce que c'est important de voir qui est... Est-ce que c'est que Darko? Est-ce que les dirigeants aussi qui ont mis en place cette équipe, ont construit cette équipe, ont aussi leurs responsabilités? Est-ce que les joueurs sont responsables aussi? Parce que c'est eux qui défendent sur le terrain. Petit bilan chiffré pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts, si je peux le dire ainsi. Donc le bilan actuel des Raptors, on le connaît, c'est 1 victoire et 4 défaites. C'est 4 défaites de suite, peut-être 5. C'est le bilan actuel, mais c'est vrai que vous avez un match de plus au moment où vous nous écoutez. Donc c'est toujours un petit peu notre problématique quand il y a un match le vendredi. Ouais, c'est ça. 120 points ou plus concédés dans 4 de leurs 5 matchs. Et même celui où ils ont... Attends, c'était contre les... Non, c'était contre les Hawks qu'ils n'ont pas concédé 120 points. Ouais. Mais ça ne devait pas être loin non plus. Ce n'était pas une performance défensive exceptionnelle. Et surtout, Houston et Dallas, 139 points encaissés sur les 2 rencontres. Maintenant, on va se pencher sur l'efficacité défensive des Raptors. Dans le classement des défenses, le defensive rating, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a que 4 matchs. Et les Raptors, avant le match de Houston, ils étaient 17e. Donc ça va très vite. C'est pour ça que je prends avec des pincettes toujours. Ça se trouve, s'ils ont fait un bon match défensif à Cleveland, ils sont remontés. Mais au moment où on vous parle, ils sont 29e sur 30. Il n'y a que Brooklyn qui fait pire. Les types de points concédés, ils sont là, 26e équipe dans les points dans la raquette, marqués par les adversaires. 19e dans les secondes chances, c'est pas aussi catastrophique que... C'est au milieu de la PAC. C'est pas aussi catastrophique que ce que Houston nous a montré. Mais encore une fois, vous allez l'entendre à la fin de cette émission, lorsque vous allez entendre Clint Capella, les Raptors ne sont pas les seuls à avoir des problèmes face à Houston, bien sûr, ça. Au niveau des rebonds offensifs. 3e pire moyenne de la NBA aux fautes commises, ça c'est un autre gros problème. 25,8 fautes par match. Et ce problème d'identité défensive, une équipe qui veut presser absolument, mais au-delà de presser absolument le porteur du ballon, il y a aussi ces prises à 2 faites dans le dos un petit peu à l'aveugle. Ils disent en anglais, c'est blind double team, comme ils disent en anglais, qui sont un échec total, qui libèrent des joueurs à 3 points et qui sont juste horribles. On l'a vu contre San Antonio, contre Dallas, ça a été terrible. Et ensuite, l'efficacité de l'équipe adverse, 1,147 points par possession sur ces actions de pressing. Et les Raptors qui sont la 2e équipe à presser le plus, 17% de possession défensive où ils pressent. Et enfin,
les Raptors qui sont 21e percentile pour ces points marqués par les adversaires sur ces séquences de pression. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les pénétrations, on n'en a pas fini, hein. Là on n'était que sur la pression défensive, mais c'est lié. Les Raptors qui sont la 9e pire défense sur les pénétrations, mais ça veut dire qu'il y a des équipes qui font pire que les Raptors. Donc on va se consoler comme on peut. Mais 1,24 points par possession sur les blowouts, sur les drives. Et ils sont 28e de la ligue à ce niveau-là. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, Quickley qui a 1,2 points encaissés et RJ Barrett 1,3 points par possession. Donc forcément, c'est compliqué. Et en plus, quand derrière, tu n'as pas de protection de cercle, puisque Jakob Poeltl sur les premiers matchs était en manque de mobilité totale. Scottie Barnes, du coup, comme il y a des problèmes sur les drives, il est plus trop utilisé dans son rôle de roamer, de joueur qui va rester là pour suppléer Yak en cas de drive. On l'a fait beaucoup défendre à l'extérieur aussi. Et forcément, il n'est plus là pour contrer. Donc, 4e plus élevé de la ligue sur les tirs au cercle. Donc, on concède beaucoup de tirs au cercle. Et surtout, on concède 72% de réussite sur les tirs au cercle. Ouais. C'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Puis, Et pour terminer, Patrick, et je te laisse la parole, à tout cela s'ajoutent les problèmes au rebond défensif qui ont été mis en évidence plus que jamais dans le match contre Houston. C'était terrible. Donc, ma question, quelle est la responsabilité du coach? Quelle est la responsabilité du management? Quelle est la responsabilité des joueurs? Je te laisse ces questions très larges et je te laisse commencer où tu veux. Il y a énormément de choses à aborder. Tu peux débuter par ce que tu veux. Je pense que la responsabilité, ça revient à tout le monde. Mais je pense que l'impact du système de Darko qui veut faire en défense, il y a un impact énorme. Parce que s'ils font le pressing comme ils le font, le problème, c'est qu'ils commettent beaucoup de fautes. Et en 2-3 minutes, ils sont déjà dans le bonus. Donc, cela veut dire que même s'ils commettent des fautes au milieu du terrain, il y aura des lancers que l'équipe adverse va avoir dès la 3e minute. Donc, ça va être très difficile de faire une défense de pressing comme ça quand ils commettent des fautes. Est-ce que c'est la faute des joueurs qui veulent être paresseux pour ne pas faire un pressing un peu plus longtemps? Là, on ne sait pas. Donc, pour revenir au management, oui, quand Yak n'est pas là ou il est blessé, c'est un problème. Mais là, ça démontre qu'il nous faut absolument un autre centre. Parce que c'est depuis l'année passée, quand Yak sort du terrain, il n'y a pas de centre qui le remplace, qui a la même taille ou bien qui a les mêmes habiletés défensives que Yak. Parce que Sandro, il apporte une autre valeur au niveau de l'attaque, mais il n'a pas la taille. Il n'a pas la taille de défendre contre Adams, contre Capella. Donc ça, c'est là où je reviens au management. Et donc, si un centre comme Yak sort, donc il y a des joueurs qui ne seront pas dans leur élément, comme tu l'as dit, comme CMB, comme Scottie Barnes, Mogbo, qui vont défendre contre des grands joueurs qui jouent au centre. Donc, ça c'est un problème. Donc, la troisième chose, on l'a dit, est-ce que le système défensif de Darko, est-ce qu'on a le personnel qu'il faut? Ouais, c'est la grande question. Ça, c'est vraiment la grande question. Soit il peut faire une défense classique quand c'est les 5 de départ et il va mettre des joueurs qui vont faire de la pression comme de la deuxième unité. Mais la deuxième unité, il y a un certain Grady Dick qui défensivement n'est pas... Donc, c'est vraiment à lui de trouver la combinaison qu'il faut pour voir est-ce que je continue avec la défense que j'ai? Est-ce que j'ai le personnel qu'il faut? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Donc, il y aura peut-être une combinaison des joueurs du management et du coach pour voir ce qu'il faut. Mais il faut vraiment leur donner un peu de grâce parce que les adversaires, quand même, c'est énorme. Houston, Spurs, Dallas, en back-to-back.
Donc là, il faudra vraiment moi, je pense qu'après 10-15 matchs, c'est là on va avoir le bilan qu'il faut. Peut-être il y aura un tournant, quelque chose qui va changer dans cet effectif. Là, c'est l'optimiste en moi qui dit, OK, on va leur donner une chance, on va voir ce que ça va donner contre Cleveland. Si on se fait battre par les Nets, là, je vais faire la grève de la faim, là. Parce que c'est des équipes qu'on est censé battre. Mais, donc, on va voir ce que ça donne. Pour revenir à ta question, je pense que c'est une combinaison des trois, le management, pour nous trouver un centre à l'absence de Yak. Et puis c'est le coaching pour trouver les combinaisons qu'il faut avec les joueurs qu'il a. Les joueurs, le nombre de fautes, c'est énorme. En plus de cela, en attaque, il faut mettre les tirs. Il y a des fois où ils sont ouverts, c'est des tirs ouverts qui ne les marquent pas, ou bien les lancer. On a vu, je ne sais plus si c'était contre Houston ou Milwaukee. S'ils avaient mis les lancers, là, on aurait pu avoir la victoire. Et surtout, quand ils perdent les balles en attaque, la défense en transition est presque nulle. Il n'y a personne qui défend en transition. Donc, quand Quickley perd la balle, c'est fini, là. C'est fini. Il y a personne qui va revenir en défense. Donc, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc, on va faire confiance à tout ce beau monde-là pour... nous, on observe de loin. On n'est pas dans les coulisses. On n'est pas aux entraînements pour voir ce qui se fait. Mais je pense on avait eu des attentes énormes pour cette équipe. Là, par rapport à nos attentes, on est vraiment déçus. On est très déçus. Très déçus. Et surtout, on va revenir sur cette défense parce que, en fait, s'ils n'avaient pas eu ce discours-là dans l'avant-saison à nous dire, oui, il n'y a pas de maillon faible dans ma défense, on va mettre la pression, on va étouffer nos adversaires, on va dominer les matchs par notre défense. S'ils n'avaient pas eu ce discours, à la limite, comme on se posait les questions de la défense, on se serait dit, ok, bon, la défense, c'est pas trop ça, mais au moins, il y a un potentiel offensif. Mais aujourd'hui, il est clair que dans ce 5 de départ, tu ne peux pas défendre comme Darko Rajakovic veut défendre en ayant Quickley, Barrett et même Ingram. Ingram s'est fait rentrer dedans par PJ Washington. Il s'est fait rentrer dedans par Harrison Barnes. Il s'est fait rentrer dedans par des joueurs qui ne sont pas des joueurs majeurs, qui ne sont pas des joueurs qui doivent être des problèmes dans le drive normalement. Donc ça, moi, ça me fait peur. Et il y a clairement besoin soit d'un changement de philosophie, comme tu l'as dit, le 5 de départ, il faut qu'il arrête de faire de la pression. Mais même sans faire de pression, Barrett et Quickley, malheureusement, ne sont pas des défenseurs, des bons défenseurs. Barrett n'est peut-être pas un défenseur terrible, comme il nous l'a dit au jour des médias, mais c'est pas un bon défenseur. Les chiffres sont là. Et malheureusement, quand tu as deux défenseurs dans ta ligne arrière qui est censée être ta première ligne de défense, quand les deux ne sont pas des bons défenseurs, c'est tout de suite un problème. Et en plus, en fait, tu as besoin de Jakob Poeltl et Scottie Barnes pour colmater toutes les brèches qui sont créées. Donc, c'est pas viable. Je pense que ce 5 de départ n'est pas viable. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Ou alors que, là où je voulais revenir sur est-ce que c'est la responsabilité des joueurs, ou alors que les joueurs vraiment se prennent en main et nous montrent autre chose qu'on n'attend pas. Moi, j'attends pas à ce que Quickley devienne, on en parlait, Davion Mitchell. Mais la solution, pour moi, et je vais te poser la question, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a des enjeux contractuels et tout ça. La solution, c'est qu'on n'ait pas RJ Barrett et Quickley ensemble sur le terrain et qu'on ait toujours Quickley avec un bon défenseur, donc qui peut être Agbaji, qui peut être Jacoby Walter, pourquoi pas jouer avec deux meneurs avec Jamal Shead, et RJ Barrett plus un bon défenseur. Jamal Shead, Jacoby Walter, quitte à pas jouer avec un meneur de jeu, puisque de toute façon, ce que veulent faire les Raptors, c'est créer à partir de l'aile et à partir du poste de centre qui gère le jeu. Et ça encore, ça marche plus trop pour l'instant. Donc, parce que Yak, avec ses problèmes de dos, il est pas très mobile. C'est compliqué parce qu'il peut même pas attaquer le cercle. On l'a vu, il est inoffensif. Même Wembanyama reculait, lui disait vas-y. Et au final, ça faisait pas grand-chose. parce que Wembanyama, en 2 pas, il était sur le joueur avec qui il faisait un main à main. Donc, est-ce que Darko peut prendre son courage à 2 mains et se dire à Quickley ou à Barrett, tu vas sur le banc?
Pour Là, moi, ça paraît compliqué. c'est compliqué parce que la politique des équipes NBA, tu ne peux pas mettre sur le banc un joueur que tu payes 40 millions. Exactement. C'est ça le problème. Donc, ils ont donné un gros contrat à Quickly. Ils ont donné qui a RJ aussi. Ce sont des joueurs qui sont payés énormément d'argent. Donc, la politique de la NBA, c'est un joueur que tu donnes le maximum. Il ne faut pas le mettre sur le banc. Moi, je pense que la solution peut-être pourrait de commencer avec les joueurs qu'il a, mais amener la deuxième unité dès la troisième, quatrième minute. Parce que s'il reste longtemps sur le terrain, là, donc leur problème défensif va se montrer. Donc, faire un changement rapide. Donc, amener un joueur plus défensif, un Ochai, Jacoby, CMB, dès la troisième, quatrième minute. Et puis, ils vont revenir un peu plus tard parce que ils s'attendent à jouer au moins 30 minutes. C'est star. Sinon, il va se faire taper sur les doigts. Et là, je me souviens quand on a eu Andrea Bargnani, le coach, c'était Sam Mitchell. Il a mis sur le banc les trois premiers matchs. Et c'est le management qui est venu lui dire non, 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 non. C'est notre recrue. Il a été pris en premier. Il faut absolument le mettre sur le terrain. Donc là, le coach a dû s'incliner parce que c'est des millions de dollars qui sont payés. Mais si les données montrent que les 5 de départ ne peuvent pas, là, il faudra s'ajuster et amener dès la deuxième, troisième minute, faire un changement rapide, dépendamment du flow de match. Parce qu'il y a des matchs où ça va. Si, par exemple, Quickly se met à marquer au tir à 3 points, comme on s'attend à ce qu'il fasse, là, peut-être le garder un peu plus parce qu'offensivement, il apporte beaucoup plus. Mais les 2-3 premiers matchs, il était sur 2 sur 18 au tir à 3 points. Alors qu'on s'attend que ça soit le meilleur tireur de l'équipe. Donc, ça va être une combinaison de plusieurs choses. Mais à mettre RJ Quickly sur le banc, je ne pense pas que c'est pour demain. Là. Ouais, mais d'un côté, c'est compliqué. Tu les sors au bout de 3 minutes. C'est quand même un aveu de faiblesse que ton 5 de départ ne marche pas. Ouais. Mais alors, ça peut être un défi constant à chaque match de dire à RJ Barrett et Quickly, si vous faites pas un bon début de match, vous sortez. Il faut que vous soyez il faut que le 5 de départ ait un impact d'entrée de jeu, sinon je le change. L'autre aussi, c'est la culture de chaque équipe parce que quand Popovic a décidé de mettre Manu Ginobili sur le banc, Manu, il est Hall of Famer, mais il a accepté d'aller sur le banc parce que tactiquement, il fallait bien qu'il y ait de la valeur sur le banc, mais c'est Popovic. Lui, il peut se le permettre. Non seulement il était coach, mais il était aussi président. Donc, il avait quand même une marge de manœuvre. Et puis, la culture de San Antonio, c'était que même Duncan allait accepter de sortir du banc pourvu que l'équipe gagne. Donc, il y a plusieurs combinaisons de choses à faire. Est-ce que Quickly peut accepter, comme Manu Ginobili, d'aller sur le banc? Là, je ne sais pas. Mais c'est différent d'une équipe à l'autre. San Antonio, c'est une autre culture, mais ça va être difficile vraiment à moins que Bobby décide d'avoir des trades et d'amener quelqu'un d'autre. Et là, ça reste à démontrer. Mais encore une fois, on est encore tôt. On va voir au courant de la saison quels sont les changements. Mais il y a des changements. Les changements sont nécessaires. Ouais. Moi, je pense que Quickly, c'est impossible de le mettre sur le banc parce que c'est le 3e salaire de l'équipe. Ouais. À la limite, RJ, il est en balance pour savoir s'il va être re-signé ou pas dans 1 an. Il est à 27 millions. J'allais dire, il est que à 27 millions par rapport aux 3 autres. S'il y en a un qui peut aller sur le banc, c'est RJ. Mais j'ai du mal aussi à le voir accepter. Peut-être qu'il accepterait, ça serait... Ouais. Mais pour moi, c'est la vraie solution, c'est de mettre un gros défenseur à côté de Quickly. Parce que Quickly, off-ball, normalement, c'est quelqu'un qui est plutôt intelligent. Je pense que Ochai Agbaji devrait être dans le 5 de départ à la place de RJ Barrett. Quitte à ce que RJ arrive vite aussi et qu'on sorte vite Quickly. Mais pour moi, il y a besoin de RJ Barrett plus un bon défenseur dans le backcourt
et Quickly plus un bon défenseur en permanence, que ce soit Jacoby Walter, Jamal Shed ou Agbaji. Après, revenons un peu dans notre histoire de c'est la faute à qui. Les joueurs. Tu l'as dit, les fautes. Darko Rajakovic l'a dit aussi. On ne peut pas faire le pressing en étant trop près. Il y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'il demande de faire des trappes, mais faisons les trappes intelligemment. Ouais. Ne laissons pas ouvert un joueur très fort à 3 points et pour une passe évidente. Aussi le problème de personnel. Est-ce que Quickly et RJ Barrett sont les bons joueurs pour aller faire des trappes? On sait que c'est un style de joueur qui va aller mettre les mains. Tu vois, CMB, il le fait très très bien. Ouais. Mais Quickly et Barrett, ils sont pas forcément connus pour ça. Donc est-ce que c'est les bons joueurs pour aller faire ça? Je pense qu'il faut vraiment trouver un dosage en fait. Là, il y a... Honnêtement, il y a rien qui va. Ouais. Que ce soit dans les idées, dans le personnel, dans la façon d'exécuter tout ça. Mais comme tu l'as dit, il n'y a que 5 matchs de jouer, 6 maintenant. Attendons 15-20 matchs. De toute façon, ça c'était l'une de mes questions. Est-ce que Darko Rajakovic, pour toi, est sur la sellette? Moi, je dirais non. Mais attention, Ouais. si dans 20 matchs, il n'y a pas eu d'amélioration, attention. Après, le calendrier, comme tu l'as dit, il a été terrible. On a l'impression que les Raptors ont joué toutes les équipes qui étaient faites pour les battre. Surtout en l'absence de Jacob. Je dis en l'absence parce que on l'a très bien vu qu'il manquait de mobilité et qu'il n'était pas lui-même sur les 2-3 matchs après Atlanta. Atlanta, ça avait l'air d'aller, mais après, ça a été très très compliqué pour lui. Ouais. Mais ils ont joué que des équipes hyper grandes, hyper athlétiques. Ça va pas s'améliorer avec Cleveland hier. Et Memphis, pour moi, c'est problématique aussi parce que avec Ja Morant dimanche qui vient et les problèmes des Raptors pour jouer la défense contre les pénétrations, ça va être quelque chose, ça fait peur. Parce que après Memphis, les Raptors pourraient être en 1-6. Ouais. Ouais. En espérant qu'ils aient gagné hier, on peut croire au miracle de Halloween et au miracle de la soirée des Blue Jays. Mais c'est très très compliqué. Et du point de vue du management, maintenant, pour terminer peut-être un petit peu là-dessus, l'effectif, il n'est pas adapté à la philosophie du coach. Mais pour toi, en NBA, comment ça se passe? Est-ce que c'est le coach qui doit s'adapter à l'effectif que le front office lui donne? Ou est-ce que c'est le front office qui doit discuter avec le coach pour lui donner l'effectif dont il a besoin? Ça, c'est une très bonne question. C'est Et une c'est une très bonne question qu'on s'est question. toujours posée avec Ouais. Nick Nurse. Est-ce que c'est Nick Nurse qui avait la vision 6-9 ou Ou est-ce bien que c'était c'est Masai. le front office qui lui donnait ces joueurs-là et débrouille-toi? Ouais. Moi, je pense que c'est une combinaison. Je pense qu'il y a une communication. Il y a une communication entre le management et et le coach pour voir. Parce que quand on a eu Darko au départ, il était vendu comme un coach pour l'attaque offensif. Clairement. Avec la balle qui tourne, les gens qui tournent. Et au début, c'était ça. Mais lui, il s'est retrouvé à être un coach de développement parce que le front office a décidé que le développement, le tanking, donc ça, c'est pas le coach qui décide. Ouais. C'est le management qui décide que cette saison, on va faire. Donc, il y a une combinaison des deux. Donc, le style du coach, mais aussi la décision des dirigeants de dire cette année, on ne va pas aller au playoff. On va aller chercher des jeunes, on va les développer, et puis ce sera au coach de s'adapter au développement. Donc, je pense que c'est une combinaison de tout ça. Mais nous, on avait espoir quand on a vu la Ligue d'été, comment ils faisaient le pressing. Mais je pense que les gens qui étaient... Bon, c'est une Ligue d'été, c'est pas la NBA. Mais le personnel qui était là, c'était un personnel pour faire le pressing. Moi, je pensais qu'il allait prendre ces gens-là et mettre en deuxième unité pour faire justement de pressing un peu différent. Mais là où le management vient en position, c'est eux qui ont décidé d'amener un Brandon Ingram. Parce que le besoin était là. Et puis, le peu de matchs qu'il a joué, on voit pourquoi il est là. Parce qu'ils ont besoin d'un panier rapide, donne-lui la balle. Quand il est dans la zone, la création, mais là, offensivement, oui. Mais est-ce qu'il y a un problème au niveau de la défense? Parce que
Brandon Ingram n'est pas énorme en défense. Donc, c'est vraiment, il faut jongler, avoir la balance dans tout ça. Mais je pense que c'est une combinaison entre le coaching staff, le management, et puis trouver les joueurs qui répondent au style de jeu qu'on veut. CMB, ils ont trouvé Barnes. Je pense qu'ils avaient une vision justement qui a fait que c'était le choix qu'il fallait. Jusqu'à présent, le choix nous prouve qu'ils avaient une bonne vision, mais les gens autour d'eux, c'est là où il y a peut-être je sais pas dire un problème, mais des ajustements à faire. Totalement, la construction d'équipe, elle est quand même à remettre en question par rapport à ce que Darko veut faire. Mhm. Donc maintenant, vu que de toute façon, c'est pas Darko qui va décider, parce que c'est lui qui est en position de faiblesse maintenant. C'est soit il y arrive avec l'effectif qu'on lui a donné, Mhm. soit il va pas faire long feu, mais c'est pas les dirigeants, je pense, qui vont tout changer pour Darko. Ouais. Ou alors il aurait vraiment un très très grand pouvoir. J'arrive pas à imaginer que dans les semaines à venir, on va trade quickly pour récupérer un meneur défensif, shooter. Mais quand je vois ce qu'a fait Jrue Holiday avec les Blazers, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à faire en fait. Ouais. Parce qu'il n'a pas perdu offensivement, Jrue Holiday, il reste un joueur. Mais bon, on va pas refaire le recrutement à la place des Raptors. Mais pour finir, ce poste de centre, est-ce que les Raptors doivent chercher dès maintenant un backup à Jakob Poeltl, sachant qu'il est dans les problèmes de blessure, mais sachant aussi qu'il n'y a pas de marge. S'ils recrutent quelqu'un sur ce 15e spot, forcément ils vont être dans la taxe. Vu les résultats début de saison, est-ce que tu as envie d'être dans la taxe? Je ne pense pas. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut espérer que Olivier Sarr fasse des miracles avec les 905? Il y a pas 10 000 solutions Ouais. en interne de toute façon. Il n'y a pas de 7-footer au-delà de Olivier Sarr. Même chez les 905, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec Ulrich. Du coup, c'est un casse-tête. Et puis même, il n'y a pas beaucoup de 7-footers disponibles sur le Non, c'est marché. ça le problème. Wiseman a été coupé par les Ouais. Pacers, mais s'il a été coupé, c'est pour une raison. Ouais. C'est compliqué pour lui. Ça serait le pari à prendre, mais ça paraît vraiment très très compliqué. Oui, dans un monde idéal, c'est vraiment d'amener un centre de grande taille qui va remplacer Yak. Et puis, Sandro, il peut jouer au poste 4 parce que Oui. ça peut être. Parce qu'on a vu que non seulement en attaque, il met de l'espace, mais en défense, il peut défendre à l'extérieur. Donc, on l'a vu quelques secondes, quelques minutes donc, avec Yak. Je pense que c'était contre Dallas, je ne me souviens plus, où les deux jouaient. Mais même Yak en bonne santé, il est bon quand il est sur le terrain, mais quand il sort, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème au rebond, il y a un problème de protéger l'anneau. Donc, je pense qu'il y a une décision à faire. Mais est-ce que les centres de grande taille, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et puis, là, quand j'ai regardé le match de Houston, là, j'étais jaloux Ils de les ont voir. tous. Ils ont tout. Donc, ils ont Capella, ils ont Adams, ils ont Sengun. Sengun. Et puis, ils ont KD. Non, c'est une équipe qui est faite pour bien défendre la raquette. Donc, ça, je pense que même si la défense de prise à deux fonctionne, si ça fonctionne très bien, là, on n'aura pas besoin de Yak. Parce que s'ils font le trap dès le milieu de terrain, on n'a pas besoin de quelqu'un pour. Mais là, c'est un pari, c'est du gambling. On ne sait pas si ça va marcher. Parce que il ne faut pas oublier que les NBA, ils ont des scouts. Ils vont étudier ton système défensif. Ils vont trouver une solution Oui. même avant de jouer un match contre toi. Donc, ils ne vont surprendre personne. Ils ne vont surprendre. Ils le savent. Indiana l'a fait l'a fait et puis ils sont allés jusqu'en finale. Mais ils ont le personnel pour. Exactement. Ils ont le personnel des gros défenseurs à presque tous les postes. Donc, c'est pas tout le monde qui peut jouer comme ça. À part Ali Burton qui est bien caché, ils ont Nembhard, ils ont Nesmith, ils ont un Pascal Siakam qui est capable de couvrir énormément de terrain. Ouais. Et ils avaient, même si je suis pas un grand fan de sa défense de manière générale,
Ils avaient Turner qui protège le cercle quand même, qui est une dissuasion. Et ensuite, en rotation, ils avaient des Topin. Topin, oui. Ils avaient également McConnell qui, lui, est une vraie peste. Ouais. Ils avaient... Le Canadien Mathurin. Ils avaient Mathurin. Ouais. Ils avaient Ben Shepherd. Ils ont vraiment des joueurs qui ne lâchent rien, qui sont athlétiques. Et surtout pour Indiana, c'est des joueurs qui étaient ensemble pendant 3 ans, 3 saisons carrément, à jouer ensemble, à jouer sur système. Donc, ça a pris le temps que ça a pris pour qu'ils puissent être développés, jouer le style de jeu que le coach veut. Donc, c'est beaucoup d'éléments en jeu. Et puis, en tout cas, on va voir ce que ça va donner pour les Raptors. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas plus à dire. On va se quitter sur une entrevue qu'on a faite avec... Clint Capela, c'est le petit bonus de cette fin d'émission. Clint Capela qui est revenu sur plusieurs choses. Déjà son retour à Houston, puisqu'il était dans l'équipe de Houston avec James Harden à l'époque. C'est James Harden qui lui a fait avoir un gros contrat parce qu'il marquait 15 points par match juste sur des lobes, et des finitions au cercle et des rebonds offensifs. Et puis, par contre, c'était un excellent défenseur, il l'est toujours. Il a un peu perdu parce que maintenant... Il est plutôt un vétéran, mais il nous a parlé aussi de son rôle auprès des jeunes. Il nous a parlé aussi du basket suisse et puis de la ville de Toronto. Qu'est-ce qu'il apprécie ici? On se laisse avec cette entrevue avec Clint Capela. Et nous, comme on dit toujours quand on se quitte... Let's go Raptors! Let's go Raptors! Merci à toutes et à tous de nous suivre sur les antennes de Choc FM 105.1. À bientôt! Je voulais te demander, raconte-nous un peu comment s'est prise la décision de revenir à Houston. J'ai même pas eu besoin de réfléchir à 2 fois. Depuis, je connais Raphaël depuis ma première année en NBA et j'ai toujours maintenu une relation avec lui. Et, quand c'est l'opportunité de m'avoir en tant que free agent, c'était le premier à m'appeler. Et je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Donc ça s'est fait assez rapidement. Quel est un peu le rôle que tu as dans cette équipe cette saison? Il y a beaucoup d'intérieur. Ouais. On voit que tu as joué aujourd'hui. Et les matchs, je joue. La plupart des matchs, je joue, donc je suis impliqué. Et c'est tout c'est tout le bonheur que je souhaite en étant de retour à Houston et capable d'avoir un impact ici avec cette équipe, c'est que du bonheur. Et quelle est un peu l'impression d'avoir autant de joueurs de grande taille autour de toi? Il y a beaucoup plus de pression, j'ai l'impression que le jeu est encore plus facile. C'est très 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 différent d'Atlanta, notre niveau. C'est assez incroyable de voir la différence entre une vraie équipe et une équipe beaucoup moins forte parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ouais, si on peut justement parler de ça pour le match de ce soir, c'est clairement votre densité athlétique qui a écrasé les Raptors ce soir. Après ils n'avaient pas de grand non plus, mais la plupart des matchs, j'ai vraiment l'impression que quand je suis, pour parler de ce soir, c'est clair que la dimension athlétique et la taille, on est les plus grands et les plus physiques, et à la fin l'adversaire il abandonne assez rapidement. Donc avec ton arrivée à Houston et KD, maintenant c'est un mélange de vétérans et de jeunes. Quel est ton rôle justement par rapport à ça? Justement, je suis un vétéran, donc je redonne mon ressenti. Je suis aussi un joueur impliqué, donc lorsque je joue par exemple avec Rive, je lui parle, je lui donne des conseils, j'essaie de lui donner la confiance aussi. Alors en attaque, quand je vois des opportunités où je peux être agressif, je le suis. Quand j'ai des opportunités où j'ai des rebonds offensifs et le sortir pour KD ou les shooters qu'on a, ça rend la chose encore beaucoup plus facile. Je joue avec Alperen. C'est un grand qui peut poster et qui voit les petites passes, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et la dimension athlétique, elle est tellement beaucoup plus élevée que les autres équipes, donc ça rend tout beaucoup plus facile et la chimie elle se crée très très facilement. La ligue, la NBA, c'est devenu une ligue internationale avec des joueurs qui viennent de partout au monde. Ouais, énormément. Qu'est-ce qui doit être fait pour la Suisse, pour avoir beaucoup plus de Suisses La Suisse, on a beaucoup de banquiers et beaucoup d'argent, donc moins de sport, donc ça va être dur de changer ça parce que
voilà, la culture de la Suisse, c'est le sport, c'est pas le sport justement, c'est les banques et les montres, donc ça va pas changer de sitôt. Mais bon, il y en a un ou deux là qui viennent de rentrer. 11 ans après que je sois arrivé, mais voilà, ça fait plaisir de voir 2-3 Suisses venir et j'espère qu'au fur et à mesure des prochaines années, ça va influencer de plus en plus d'enfants, surtout à travers les réseaux sociaux maintenant. Tout le monde voit les highlights, peu importe où tu es dans le monde, et ça fait rêver aussi. Toi, tu as vu quand même l'exemple de Thabo, si je ne me trompe pas, Thabo. Exactement, Est-ce que c'est lui qui t'a inspiré? En le voyant qu'il est passé par Chalon, je me suis dit, si je passe par Chalon, ça peut vraiment créer une brèche pour aller en NBA, et ça a fonctionné. Ouais. Ça fait plusieurs années que tu es dans la ligue. Oui. Quand tu viens à Toronto, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent ici en ville? Non, j'adore, parce que ça me rappelle la maison, ça me rappelle voir une ville internationale où je vois plein de gens qui viennent de différentes origines, différentes cultures. J'ai l'impression que ça me rappelle l'Europe, ça me rappelle la maison, quoi. Donc voilà, c'est aussi ici que j'ai marqué mes premiers paniers et j'ai toujours l'impression que même 2 ans après, quand je viens ici, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, quoi. Les fans sont vraiment très attachés au basket, donc ça fait plaisir. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à vous.